Que vous fassiez face à une épreuve de vie, à une maladie chronique, à des moments difficiles qui vous plongent dans un sentiment d'impuissance, qui vous plongent dans un certain désespoir, dans une difficulté à avoir de l'espoir pour l'avenir, ou alors que vous souhaitiez simplement connaître l'histoire de l'artiste Ren derrière la chanson Hi-Ren, cette vidéo va vous intéresser. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En ce début d'année, je vous propose une vidéo totalement différente de ce que je fais d'habitude sur cette chaîne. Parce qu'aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un nouveau format. Au lieu de vous partager des concepts de psycho, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un de manière très incarnée, de quelqu'un qui est peut-être dans la situation que vous avez vécue aujourd'hui, de quelqu'un qui, en tout cas moi personnellement, a pu m'inspirer. Et là aujourd'hui, c'est le premier format de ce type. Je vais le faire avec plusieurs personnes, je pense, en fonction de votre retour. Donc n'hésitez pas, une fois que vous aurez regardé cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez, savoir si je recommence ou pas. Et comme je disais en introduction, si vous tombez par hasard sur cette vidéo et que vous souhaitez tout simplement en connaître plus sur cet artiste que vous appréciez peut-être, eh bien restez parce que vous allez apprendre plein de choses sur ce qui se cache derrière ce tube Hi-Ren que vous appréciez peut-être particulièrement. Et dans ce cas, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et sur cette chaîne Glee Factory, je partage tout un tas de ressources qui sont principalement dédiées aux personnes vivant avec des problèmes de santé chronique. Donc petit récap pour ceux qui ne connaissent pas cet artiste, Ren, que j'ai mis sur la photo de vignette, eh bien c'est un artiste qui a explosé, en tout cas il y a un an, qui a été connu partout dans le monde il y a un an, grâce à un tube qui s'appelle Hi-Ren, qui est une chanson qui dure 9 minutes, où il rappe, où il chante, en mettant en scène l'histoire de ses propres luttes internes par rapport à sa santé mentale et sa santé physique. Et tout au long de cette chanson, on voit finalement deux facettes de sa personnalité qui s'affrontent. En simplifiant, on pourrait dire que c'est le bien et le mal et qui se parlent l'une l'autre. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas cette chanson, je vais vous en mettre un petit bout et je vous mettrai en lien si vous voulez aller écouter. Hi there, Ren. It's been a little while. Did you miss me? You thought you buried me, didn't you? Risky. Cause I always come back. Deep down, you know that. Deep down, you know I'm always in periphery. Ren, are you pleased to see me? It's been weeks since we spoke, bro. I know you need me. You're the sheep, I'm the shepherd. Not your place to lead me. Not your place to be biting off the hand that feeds me. Hi, Ren. I've been taking some time to be distant. I've been taking some time to be still. I've been taking some time to be by myself since my therapist told me I'm ill. And I've been making some progress lately. And I've learned some new coping skills. So I haven't really needed you much, man. I think we need to just step back and chill. Cette chanson elle est devenue virale très rapidement, il l'a postée sur sa chaîne YouTube et sans aucune promotion. En 2 mois, elle a cumulé plus de 7 millions de vues sur YouTube. En 6 mois, elle avait atteint les 16 millions de vues, c'est énorme. Et à l'heure d'aujourd'hui, je viens d'aller voir, elle est à plus de 23 millions de vues, sachant que ça c'est juste pour sa chaîne YouTube, pour son clip. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous partager l'histoire de ce jeune homme. Parce que cette histoire, elle peut faire énormément écho à ce que vous vivez, si vous vivez avec des limitations au quotidien, si vous vivez avec une maladie chronique qui vous amène dans des endroits quelquefois très sombres, où psychologiquement, émotionnellement, c'est compliqué. Parce que Ren est passé par là. Ce jeune homme, il y a quelques années, il passait ses journées au lit. Il ne pouvait pas se lever de son lit. Il ne pouvait à peine se laver. Il ne pouvait plus s'alimenter. Il était malade depuis l'âge de 19 ans et il était dans un lieu vraiment où il était en plein désespoir, aussi bien en lutte pour sa santé physique que pour sa santé mentale. Et il le dit d'ailleurs beaucoup dans les interviews, il était persuadé qu'il ne verrait pas sa 30e année, qu'il allait mourir avant, tellement il était dans une souffrance extrême et il vivait l'enfer chaque jour. Et aujourd'hui, ce jeune homme, il a 33 ans. Il a donc sorti un album autoproduit qui, sans aucune promotion, s'est classé numéro 1 des charts anglais. Il profite de sa musique, de l'exposition qu'il a aujourd'hui pour sensibiliser les gens sur les problématiques de santé mentale et de santé physique. Dans cette vidéo, je vais vous partager son histoire parce que je pense qu'elle peut donner de l'espoir à beaucoup d'entre vous et je vais surtout partager différentes choses qu'il partage dans de nombreuses interviews et qui peuvent, je pense, vous aider sur comment il a traversé toute cette période de sa vie. Et à la fin de cette vidéo, je vais vraiment vous partager ce qu'il a appris de cette expérience et qui peut peut-être vous aider aujourd'hui si vous êtes dans un lieu où vous avez du mal à trouver de l'espoir et vous avez du mal à savoir comment avancer. Donc son histoire, il s'appelle Eric Gill, c'est un Gallois et depuis son plus jeune âge, il veut faire de la musique. À l'âge de 12 ans, il vendait déjà des CD qu'il enregistrait, où il enregistrait des rythmes qu'il allait vendre dans les festivals là où ses parents l'accompagnaient. À partir de l'âge de 18 ans, il a déménagé en Angleterre pour aller étudier la musique. D'ailleurs, il avait monté un groupe, il jouait dans la rue. Ça fonctionnait bien pour lui, tellement bien qu'un jour, il y a un producteur de chez Sony qui l'a repéré et qui lui a proposé un contrat à l'âge de 19 ans.
Donc son rêve devenait vraiment réalité parce qu'il rêvait de vivre de la musique. Sauf que son rêve, il a explosé en plein vol. C'était un jeune homme qui était un jeune homme actif, en pleine santé, et un matin de 2009, il s'est réveillé et il s'est senti comme s'il avait finalement une grosse gueule de bois, sans comprendre finalement l'origine de ça. Et il a commencé à se sentir de plus en plus fatigué, et il a commencé à avoir de plus en plus de symptômes, et au début il cachait tout ça. Il continuait à avancer puisqu'il était en train d'enregistrer son album à Londres, il mettait des jours à récupérer, il allait se cacher dans les toilettes pour pouvoir récupérer en faisant des micro-siestes pendant l'enregistrement, il n'arrivait plus à assumer le rythme des concerts, mais il tenait, jusqu'au jour où le corps a complètement lâché, où il a été obligé de retourner vivre chez ses parents parce qu'il ne tenait plus debout, parce qu'il était complètement épuisé, et à 20 ans, il a vu sa vie s'écrouler et tous ses rêves de musique s'écrouler avec ses problèmes de santé. Et le plus difficile, c'est que face à ses problèmes de santé, il a commencé, et là je pense que ça peut parler à beaucoup d'entre vous, à enchaîner les consultations médicales, à aller voir des médecins partout, les plus grands spécialistes pour essayer de comprendre ce qu'il vivait, et face à tous ces spécialistes, eh bien il a trouvé toujours la même réponse, il n'avait rien. Il avait beau être épuisé, il avait beau faire des malaises, il avait beau avoir des problèmes digestifs, il avait beau maigrir à vue d'œil, perdre toutes ses forces, avoir des douleurs constantes, les médecins lui disaient qu'il n'avait rien, que tout allait bien, voire même que c'était psychosomatique. Et au bout d'un moment, aller voir des médecins, il a fini par avoir un diagnostic, mais pas le diagnostic qu'il souhaitait. On lui a diagnostiqué des troubles bipolaires, parce que les médecins lui ont dit, comme les symptômes sont cycliques, comme ce brouillard mental est cyclique, comme s'il y a des jours où vous pouvez vous réveiller, où vous vous sentez en forme, et d'autres où vous êtes complètement au fond du trou, vous devez souffrir d'un trouble bipolaire. Et on a commencé à le traiter pour ce trouble bipolaire. Traitement qui ne l'aidait pas, puisque la problématique, la pathologie dont il souffrait n'était pas celle-ci, mais il ne le savait pas à l'époque, et qui n'a fait que empirer son état, puisque ça a rajouté des effets secondaires, ça a même rajouté des symptômes de sevrage pour certains médicaments qu'il ne supportait pas, et il s'est vu comme ça s'aggraver de pire en pire, jusqu'au jour où, en 2011, un diagnostic de maladie physique somatique est tombé, l'encéphalomyélite myalgique. Donc on lui a dit qu'il souffrait de M sévère, et qu'il fallait qu'il se repose. Et on lui a donné, bien sûr, pas d'autres consignes, puisque c'est une pathologie qui ne se traite pas à ce jour. Donc il a continué à s'accrocher. Il a continué à tester plein de nouvelles thérapies, des nouvelles médications, à beaucoup se reposer, à finir par passer plus de 23 heures au lit par jour, à ne plus sortir de chez lui, mais en fait il faisait que s'épuiser et plonger de plus en plus avec de plus en plus de symptômes. D'ailleurs il est apparu, pour les personnes qui connaissent l'encéphalomyélite myalgique, vous devez connaître le documentaire de Jennifer Brea qui s'appelle Unrest, il est apparu dans Unrest, où Jen Brea a pris une partie d'une des vidéos qu'il avait postées sur sa chaîne YouTube, parce qu'il avait fait une chaîne YouTube pour documenter ce qu'il était en train de vivre, et on le voit dans un état vraiment très difficile et vraiment en plein désespoir. Et donc à cette période également, il propose de faire la BO de ce documentaire. It's okay, I'm feeling brave, gonna face this day. It's okay, it's alright. No tears will kiss my cheeks tonight, and it's all good, and I'm just fine. My words ring out like hollow shells. Just slow down, it takes time, but time moves slow, I know this well. And my heart breaks 1,000 times a day. But for every hope that dies, another one takes its place. Because I have the strength of a mountain, and I've got the courage of the deep blue sea, and I have the heart of a lion, and the stars burn bright inside of me. And although you test me, my God, I stand so proudly. Can't you see that I have the strength of a mountain, and I'll take all you throw at me. Durant cette période, la seule chose qui le tenait encore, qui le faisait encore tenir, c'était de faire de la musique. Même s'il y avait plein de périodes où il pouvait plus du tout en faire, quand il était dans son lit et quand il était dans ce qu'il appelle ses fenêtres de lumière, c'est-à-dire les moments où il pouvait encore faire 2-3 choses dans son lit, eh bien, il écrivait, il jouait, il faisait composer sur son ordinateur, et à cette période, il a enregistré plus de 1000 chansons sur son ordinateur, chansons d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur les plateformes et certaines sur sa chaîne YouTube sous le titre Démo. Et à cette période-là de sa vie, à chaque fois, il essayait de rebondir avec un nouvel espoir, de chercher, de trouver de nouveaux traitements, etc., etc. Et en 2014, il entend parler de l'importance du microbiote et de greffes au niveau du microbiote. Il va récolter l'argent nécessaire, beaucoup d'argent, pour pouvoir faire cette procédure. Il fait cette procédure, il en attend énormément, et au bout de 5 jours, il se met à cracher complètement et à avoir
une flambée de tous ces symptômes, plus d'autres symptômes, en fait il fait une réaction allergique. C'est là où tout s'écroule pour lui, c'est là où sa psyché n'est plus capable de tenir face à la souffrance physique qu'il vit au quotidien. Et en 2015, après avoir eu tout ce cycle d'aggravation, d'espoir et de désillusion à chaque fois qu'il essayait un nouveau traitement, eh bien sa psyché craque, il fait une décompensation psychotique. Une décompensation psychotique, c'est quoi? C'est le fait que la psyché, face à quelque chose qui peut être trop difficile, peut complètement se dissocier de la réalité. Alors, il y a plusieurs types de psychose, mais lui en tout cas, ce qu'il a vécu, c'est la dissociation, la déréalisation. À cette époque-là aussi, il développe des symptômes très bizarres, avec des tics comportementaux qu'il n'avait pas avant, avec des fois une paralysie qui l'empêche de parler ou qui lui fait faire des sons de manière répétée sans qu'il puisse le contrôler. Et en fait, face à toute cette accumulation et à la décompensation psychotique, il sombre entre guillemets, pendant 3 mois dans la folie. Se met à être persuadé que finalement, il se trouve dans une sorte d'expérience géante, une espèce d'étude tordue qui le fait souffrir. Il entend une voix qui pour lui est l'intervention d'un démon qui lui parle tout le temps, qui lui dit de faire des choses complètement folles, et il se met à faire des choses complètement folles parce que finalement sa psyché se dit que la seule manière qu'il a de stopper cette expérience, c'est de faire des choses qu'on n'attend pas du tout de lui. Par exemple, il raconte dans une interview qu'à un moment donné, il était avec sa mère en voiture et qu'il se met à sauter de la voiture, à courir, à se mettre nu et à hurler parce que il était persuadé d'être dans une expérience. Vraiment, sa psyché a complètement décompensé. Et c'est à ce moment-là, finalement, que, entre guillemets, le premier miracle arrive. Dans ces moments de lucidité où il revient à lui, il continue quand même à faire des recherches. Et un jour, il tombe sur une piste, sur une étude qu'il trouve, alors là je vais pas vous détailler tout le détail de comment il est arrivé là-dessus, mais il se dit qu'il faut qu'il aille voir un spécialiste de la maladie de Lyme. Il va voir ce spécialiste au bout de 6 mois, le temps d'avoir le rendez-vous, et c'est là qu'il découvre que ses tests sont positifs et qu'il souffre d'une forme chronique de la maladie de Lyme. Et là l'espoir revient, mais à côté de l'espoir qui revient, malheureusement, les traitements qu'on lui propose ne l'aident pas à aller mieux, et il n'a pas l'amélioration qu'il souhaiterait puisque ça fait trop longtemps qu'il est malade. Et c'est là que le deuxième miracle arrive, entre guillemets, c'est que à cette époque-là, il avait donc un blog, une chaîne YouTube où il partageait son vécu. Et il continue à alimenter ce blog et il parle de son diagnostic de maladie de Lyme. Il poste également de la musique sur ce blog. Et un jour, il y a un spécialiste, un médecin américain qui tombe sur ce blog, qui propose lui-même un traitement expérimental, un traitement qui est très cher, et qui prend finalement en empathie ce jeune, parce que son fils lui-même était musicien, et qui lui dit, bah si tu veux, je t'offre le traitement, mais il faut que tu puisses te rendre à Los Angeles. Et là, il fait un appel à dons, où il offre sa musique contre l'argent nécessaire pour pouvoir aller à Los Angeles. Il dit lui-même que quand il y a été, il pensait vraiment qu'il allait mourir dans l'année, tellement il était dans un état catastrophique, et que c'était vraiment la dernière chance. Et d'ailleurs, je ne vous dis pas plus sur ce traitement expérimental parce que lui-même le dit, certains des patients qui étaient avec lui se sont énormément aggravés avec ce traitement-là, et lui, ce traitement a fonctionné. Il a récupéré de la capacité, il a récupéré de la mobilité, il a récupéré de l'énergie. Alors, il n'est pas revenu comme il était avant, mais il dit qu'il est revenu à un niveau qui lui permettait de revivre de nouveau, de sortir, de faire du sport, et qu'il a vécu ça vraiment comme une renaissance. À ce point-là de sa vie, il se dit que son rêve d'artiste n'est plus trop probable, puisqu'il n'a plus de contrat avec Maison de Disques. Il a essayé de remonter un groupe comme il se sentait mieux, et finalement il a vu qu'il pouvait pas suivre le rythme de concert parce qu'il était encore trop affecté par sa santé physique et aussi par un syndrome post-traumatique qu'il a depuis à cause de la souffrance qu'il a connue suite à ses problèmes de santé. Et c'est à ce moment-là qu'il se dit qu'il va faire un album pour lui, et c'est à ce moment-là qu'il finit d'écrire cette chanson qui s'appelle Iron et qu'il a commencé il y a 3 ans à peu près, et qu'il se dit qu'au lieu de fuir comme il le fait depuis qu'il se sent un peu mieux, tout se passait de maladie parce qu'il avait envie de le mettre dans une petite boîte, de ne plus en parler, de ne plus le voir, de ne plus se dire qu'il a vécu ça, qu'il a vécu 10 ans de sa jeunesse qui se sont envolés comme ça à cause de problèmes de santé, et bien là il se dit je vais regarder ça en face et je vais en parler dans une chanson. Donc il finit cette chanson, il enregistre le clip, il la poste, et c'est là où cette chanson connaît un succès mondial, est relayée partout,
et où du coup ces autres chansons sont de nouveau relayées partout et on connaît la suite. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il est actuellement au Canada pour suivre encore un nouveau protocole expérimental pour l'aider à aller mieux. Alors pourquoi j'ai souhaité partager tout son parcours? C'est pas pour vous parler de traitement ou de pathologie, ça n'a rien à voir avec ça parce que chaque traitement, chaque pathologie est spécifique à chacun et c'est pas du tout l'objectif de ce que je veux partager ici. Ce que je veux partager, c'est ce qu'il a retiré de cette épreuve. Et c'est ce qu'il partage aujourd'hui dans les interviews parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus percutant que de voir quelqu'un qui est passé par là, qui a vécu ce que vous êtes en train de traverser, qui est de l'autre côté entre guillemets, même s'il est toujours malade, mais en tout cas qui a changé sa vision des choses et que peut-être cela vous aidera. J'ai synthétisé ça en 4 points qui peuvent vous aider si aujourd'hui vous vivez, vous êtes dans un endroit qui est très sombre, qui est très difficile, vous n'arrivez plus à avoir de l'espoir, ou vous n'arrivez plus à vous lever le matin, où c'est trop dur, où vous luttez tout le temps, et où vous dites mais comment je vais pouvoir continuer à avancer, comment je vais pouvoir vivre avec ça. Une des choses qu'il partage beaucoup dans cette interview, c'est vraiment d'expliquer comment la musique lui l'a aidé. Et c'est vraiment de dire aux gens, si vous êtes dans une étape difficile, si vous vivez des choses extrêmement difficiles, ne cherchez pas à tuer ce que vous détestez, mais cherchez au contraire à attirer ce que vous aimez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ces situations-là, ce qu'on va essayer à tout prix, c'est de focaliser toute notre attention sur la maladie pour essayer de ne plus vivre ça. Mais qu'en fait, on a finalement peu de contrôle là-dessus, mais que par contre, essayez de vous concentrer sur ce qui vous fait du bien, sur ce que vous aimez, sur ce qui fait que vraiment vous avez envie d'être vivant et vous avez envie de continuer à vivre. C'est ça qui va vous permettre de tenir durant cette épreuve. Et de même, il partage qu'il important, en tout cas lui, ce qu'il a essayé de faire, c'est d'arrêter de se focaliser sur le résultat, mais vraiment de se focaliser sur le processus. C'est-à-dire de ne pas faire les choses pour en attendre un résultat parce qu'on l'aura peut-être pas, et que dès le moment où on se fixe un objectif et qu'on l'atteint pas, on va forcément ressentir des choses désagréables et être frustré et avoir encore plus de sentiments difficiles à gérer, mais qu'au contraire, si on se fait les choses d'un lieu où on le fait juste pour le plaisir de le faire, et c'est ce qu'il a fait avec la musique. Il dit vraiment qu'il faut profiter de ces fenêtres de lumière pour faire ce qu'on rêverait de faire si on pouvait faire ça toute la journée. Et de profiter au maximum de ce qu'on peut encore faire dans les limitations qu'on a avec la maladie. Donc ça c'est la première chose où je le rejoins vraiment sur l'importance finalement de se concentrer sur ses valeurs, de ne pas créer une identité ou une vie qui serait qu'autour de la maladie, même si je sais que quand on est en état sévère comme il a pu l'être, ben, toute la vie va autour de la maladie. Mais essayer de trouver dans les petits moments où on peut quelque chose qui nous fait respirer, qui nous fait du bien et qui fait qu'on est autre chose que la maladie. Deuxième chose qu'il partage à longueur d'interview, c'est de dire qu'on a le choix et que la vie est faite de micro-choix. On n'a pas le choix de ce qu'on peut faire ou pas faire, parce que le corps nous limite, mais on a le choix de comment on peut faire sens de ce qui nous arrive. Ça, personne ne peut nous l'ôter, le sens qu'on va donner à l'épreuve qu'on est en train de vivre. Et qu'on choisit ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'on a le choix de se dire qu'on souffre pour rien, et de générer encore plus de souffrance, ou on a le choix de trouver un sens, de donner sens plutôt, parce que c'est nous qui le choisissons, à cette souffrance. De se dire qu'elle n'est pas là en pure perte, qu'aujourd'hui on comprend pas forcément le sens, mais que peut-être elle va nous amener, cette épreuve, à nous transformer d'une façon où plus tard, ça fera sens pour notre vie. Et lui, il partage dans certaines de ses interviews comment il a choisi d'utiliser, de prendre des croyances qui l'aidaient plutôt que celles qui l'enfonçaient, quand elles étaient disponibles bien sûr, puisque quelquefois on est dans un état où on ne peut pas forcément changer ses croyances. D'ailleurs dans la chanson Iron, il le dit, il dit il y a des victimes et il y a des étudiants. Grosso modo, je peux subir la situation ou je peux choisir d'apprendre de cette situation. Alors on est d'accord que ce n'est pas forcément simple, que c'est pas forcément accessible, mais en tout cas, dans les petites fenêtres de lumière, essayez d'accéder et de voir la situation différemment peut être vraiment très aidant. Il dit que croire que cette épreuve avait un sens lui a vraiment permis d'apaiser sa souffrance et que voir que quelque chose de lumineux a surgi de l'obscurité a donné presque une explication à sa maladie et un but à cette maladie. Troisième chose qu'il rappelle, c'est qu'on ne peut pas prédire son avenir et qu'on peut pas savoir ce qui arrivera. Et que même dans les heures les plus sombres finalement, même si un mieux-être vous paraît pas du tout accessible et voire impossible tout de suite, eh bien vous pouvez pas prédire votre futur, même si vous êtes persuadé que ça va toujours rester comme ça parce que rationnellement vous voyez pas comment ça peut changer, eh bien des petits miracles peuvent arriver.
c'est ce qui est arrivé à Ren. Il a reçu cette proposition tombée de nulle part avec un traitement qui, en tout cas, lui a permis de récupérer au moins 50% d'énergie par rapport à ce qu'il avait avant, et que grâce à sa musique, vraiment, au quotidien, aujourd'hui, je pense qu'il touche des millions de gens et qu'il aide des millions de gens. Parce que quand vous écoutez les paroles de I-Ren, et quand vous écoutez plein de paroles de chansons, alors il fait des chansons très différentes, il y a des chansons qui sont juste des chansons pour le plaisir de rapper, donc c'est pas de ces chansons-là que je parle, mais en tout cas dans beaucoup de chansons, on se sent enfin compris, vu, entendu, parce qu'on dit quelqu'un d'autre vit ce que je vis. J'ai le droit d'être vulnérable, j'ai le droit de vivre ça, et il montre vraiment que se montrer vulnérable, c'est pas une faiblesse, c'est pas quelque chose à cacher, mais c'est quelque chose qu'on peut partager, et finalement, de vivre cette épreuve, ça peut permettre d'avoir vécu cette vulnérabilité, de la partager avec les autres et d'autoriser les autres à se montrer vulnérables. Et lui, il a trouvé ce sens-là, finalement, à la maladie, enfin en tout cas, il a donné ce sens-là à la maladie qui lui a permis, il le dit souvent, d'être un meilleur artiste. Il dit « Je suis dans une position complexe car je dois aujourd'hui mon plus grand succès à la chose qui a le plus détruit ma vie. La chose qui m'a apporté le plus de peine a été une source constante d'inspiration qui ironiquement a donné les créations qui m'ont apporté le plus de joie. Créer de l'art qui signifie donner quelque chose à quelqu'un et pouvoir potentiellement être un compagnon pour quelqu'un qui est dans le noir justifie ma propre douleur et j'avais désespérément besoin que ce soit justifié. Et il rajoute, si je devais envoyer un message à quelqu'un qui se trouve dans un endroit vraiment sombre, qui a l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir, parfois des choses peuvent arriver auxquelles on ne s'attendrait jamais et qui valent la peine de tenir le coup. Il explique vraiment aussi comment à l'époque il aurait jamais pu imaginer que quelque chose de beau aurait pu sortir de l'horreur qu'il a vécue, mais qu'on ne peut jamais savoir quand on est en train de vivre ce qu'on est en train de vivre, si finalement cette chose-là ne va pas nous transformer ou ne cache pas une richesse, un trésor caché qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Et il dit ensuite quelque chose que je trouve magnifique, il dit « Ne laissez pas l'obscurité vous consumer, parce qu'une fois que vous connaissez l'obscurité et devenez intime avec elle, vous devenez très compétent à construire la lumière. » Quatrième chose, résister à ce que vous êtes en train de vivre ne va faire qu'augmenter cette souffrance. Et que le plus on résiste, le plus on se bat contre la situation, le plus ça fait mal. Et il explique comment lui, il a passé vraiment 8 ans à s'aggraver et que dès la première année, il s'est dit qu'il supporterait pas une année de plus parce que c'était trop dur et que l'année d'après, elle était encore plus dure et encore plus dure chaque année et que finalement, il supportait de mieux en mieux cette douleur parce qu'il avait arrêté de résister. Il disait bien que c'est pas parce qu'il avait arrêté de résister à ça qu'il ne souffrait plus ou que la vie était devenue agréable et qu'il était heureux, bien sûr, mais il disait qu'en tout cas, il supportait beaucoup mieux ses symptômes dès lors qu'il avait arrêté d'y résister et arrêté de se battre contre la douleur et arrêté de se battre contre les démons qu'il entendait dans sa tête à l'époque où il a eu ses crises psychotiques. Pour finir cette vidéo, je vous mets l'extrait de la fin de la chanson d'I-Ren qui illustre cela, qui illustre comment apprendre à danser avec ce qui nous arrive est quelquefois beaucoup plus utile que de vouloir à tout prix atteindre une destination qu'on ne peut pas atteindre tout de suite parce que nous n'avons pas les commandes et ce n'est pas nous qui choisissons. Et juste, voilà, je vous mets juste l'extrait parce qu'il est magnifique. Allez écouter le reste de cette chanson. Et si vous parlez anglais, n'hésitez pas à aller écouter ces interviews également. Dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. Je vous dis à très bientôt. Et sur ce, je vous laisse avec Ren. Hi, Ren. I've been taking some time to be distant. I've been taking some time to be still. I've been taking some time to be by myself, and I've spent half my life ill. But just as sure as the tide starts turning, just as sure as the night has dawned, just as sure as the rainfall soon runs dry when you stand in an eye of a storm. I was made to be tested and twisted. I was made to be broken and beat. I was made by his hand, it's all part of his plan that I stand on my own 2 feet. And you know me, my will is eternal. And you know me, you've met me before. Face to face with a beast, I will rise from the east and I'll settle on the ocean floor. And I go by many names also. Some people know me as hope. Some people know me as the voice that you hear when you loosen the noose on the rope. And you know how I know that I'll prosper? 'Cause I stand here beside you today. I have stood in the flames that cremated my brain, and I didn't once flinch or shake. So coward the man I've become, when I sing from the top of my lungs, that I won't retire, I'll stand in your fire, inspired by me to be strong. And when I am gone I will rise, in the music that I left behind,
Ferocious, persistent, immortal like you, we're a climate different side. When I was 17 years old, I shouted out into an empty room, into a blank canvas that I would defeat the forces of evil. And for the next 10 years of my life, I suffered the consequences, with autoimmunity, illness, and psychosis. As I got older, I realized there were no real winners and there were no real losers in psychological warfare, but there were victims and there were students. It wasn't David versus Goliath. It was a pendulum, eternally swaying from the dark to the light. And the more intensely that the light shone, the darker the shadow it cast. It was never really a battle for me to win. It was an eternal dance. And like a dance, the more rigid I became, the harder it got. The more I cursed my clumsy footsteps, the more I struggled. So I got older, and I learned to relax, and I learned to soften, and that dance got easier. It is this eternal dance that separates human beings from angels, from demons, from gods. And I must not forget, we must not forget that we are human beings.